Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Pierre Étrier, Étienne Franc, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général de Hy24, président cofondateur de 5T Hydrogène, et Erwin Pernfornis, bonjour et bienvenue, bonjour. Directeur de l'activité énergie hydrogène chez Air Liquide. Allez, on va rapidement, on passe par les questions de présentation quand même. C'est quoi Hy24 ? Hy24, c'est une JV entre la fameuse plateforme 5T Hydrogène et le groupe Ardian, que nous avons monté pour essayer de mettre en place un fonds qui avait été initié par Air Liquide, Total et Vinci et des acteurs américains, et essayer de faire en sorte de fédérer dans ce fonds des acteurs industriels et des acteurs financiers pour permettre le passage à l'échelle de l'économie hydrogène. Et donc on a levé sur la dernière année, on a levé 2 milliards, et c'est très rare d'avoir un fonds où vous avez autant d'industriels qui ont mis 1 milliard et des financiers ensemble. Alors ensuite, il faut gérer la combinaison des deux, mais ça donne beaucoup de puissance à ce fonds sur le marché. Parce que ça nous permet d'arriver avec une sorte de label de tous ces acteurs qui sont avec nous. Il y a un fonds équivalent aussi Non. Dans le monde, c'est le plus puissant, entre guillemets. Il y a d'autres fonds qui développent tout ce lien entre l'énergie renouvelable et l'hydrogène, parce que c'est un peu le sujet de demain, mais des fonds qui prennent toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'aux usages dans les transports notamment. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui soit mondial et il n'y en a qu'un qui soit de cette taille. D'accord. Et on va évidemment expliquer à quel point le marché est mature et puis ce que vous allez faire de ces 2 milliards d'euros. Ça représente quoi l'hydrogène pour Air Liquide ? L'hydrogène pour Air Liquide, c'est déjà 60 ans de métier. On a démarré il y a très longtemps le programme Ariane, donc toute l'aventure du spatial. Aujourd'hui, c'est 2 milliards d'activités sur, on va dire, des marchés historiques, notamment dans le domaine de l'ammoniac, du raffinage, mais c'est surtout un potentiel énorme dans le futur. Donc on fait partie de ces acteurs qui ont très tôt identifié le rôle de l'hydrogène pour la transition énergétique et qui ont investi très fortement dessus dans les 2 dernières décennies. Et alors ça veut dire notamment pour ce qui est de la recherche et développement, c'est une part de plus en plus importante du budget R&D d'Air Liquide ? C'est une part prépondérante. On a la moitié globalement de nos défenses d'innovation qui sont autour de la transition énergétique. D'accord. Et au sein de ce paquet-là, l'hydrogène est le plus gros sujet pour le groupe. Alors, et on parle d'hydrogène vert. Alors, je voudrais qu'on... les couleurs d'hydrogène. On va pas être trop technique. Voilà, en quelques mots. L'hydrogène, aujourd'hui, il y en a partout. Enfin, l'hydrogène, c'est la molécule la plus abondante, mais elle n'est jamais seule. Elle est soit dans les hydrocarbures, soit dans l'eau. D'accord. Si on veut faire de l'hydrogène sans émettre de CO2, il faut le faire avec une source d'énergie qui soit renouvelable ou qui soit propre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène propre ou l'hydrogène vert quand c'est que du renouvelable. Là, je casse la molécule d'eau par électrolyse et je fais de l'hydrogène. L'autre méthode, qui est aussi une méthode qui est défendue par les industriels, qui consiste à prendre l'hydrogène à base de gaz naturel, c'est plus efficace, mais je garde le carbone, je le séquestre, je le réutilise. Là, il est bleu. Mais il est pas mal quand même, parce qu'il est quand même décarboné. Voilà, donc c'est ça les deux grands piliers de l'hydrogène de demain. Alors ces 2 milliards, ils vont servir à quoi ? Alors déjà, ces 2 milliards, vu la manière dont on va les investir, ils vont permettre de mobiliser 20 milliards d'actifs. D'accord. Et la moitié, en gros, va être investie dans des projets de production d'hydrogène vert pour servir le verdissement des procédés dans le raffinage, dans l'ammoniac, ou pour accompagner la capacité à mobiliser les énergies renouvelables dans des endroits très éloignés qu'on ne sait pas transporter autrement que dans un vecteur hydrogène. Ammoniac, méthanol, hydrogène. Et puis deuxièmement, la deuxième partie, c'est déployer les infrastructures, les flottes de véhicules qui vont devoir utiliser l'hydrogène. Parce que il y a un non-dit total aujourd'hui dans le monde de l'électrique, mais qu'officieusement tout le monde le sait, on ne fera pas la transition énergétique dans les transports sans l'hybridation de la batterie et de l'hydrogène. On a besoin des deux. Pour les camions, pour les taxis, les mobilités intensives, les véhicules utilitaires, c'est-à-dire que le rail. Le 100% batterie électrique, c'est faux. C'est une sorte de leurre. Et tous les constructeurs le savent. Tous les constructeurs ont dans leur panier de technologie la fuel cell. La question, c'est quand est-ce qu'ils démarrent la production de série. Avec le bannissement des moteurs thermiques en 2035, disons que la pression monte. Donc il va falloir qu'on agisse un peu plus vite, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Mais ça, on y reviendra si vous voulez. La technologie, vous nous l'avez dit, ça fait 60 ans qu'Air Liquide travaille sur l'hydrogène. Mais est-ce qu'il y a encore des défis, notamment pour la partie, on va dire, hydrogène vert ? Est-ce qu'il y a encore des défis à relever, notamment des défis techniques, technologiques ? On a toutes les technologies pour déployer l'hydrogène dans les différents marchés visés, donc dans la mobilité, dans l'industrie. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la grande différence depuis 5 ans. Jusqu'à il y a 5-10 ans, il manquait encore des technologies de production d'hydrogène décarboné notamment.
On les a, on sait liquéfier l'hydrogène, le transporter, le distribuer à des camions. Maintenant, il y a un passage à l'échelle. Mais j'ai envie de dire, c'est le cycle classique de toute industrie. Il faut passer dans cette phase d'industrialisation. Et là, de nouveau, c'est ces investissements qui vont permettre d'y arriver. Ouais, alors Mais vous avez été les pionniers sur à la fois le bleu et le vert. On a été en lead dessus. Pour revenir au sujet juste des investissements. Oui, j'allais vous poser la question. Du rôle de catalyseur. Et pourquoi c'est important que finalement toute la chaîne, que ce soit un écosystème, que toute la chaîne soit concernée? Alors, pour une bonne raison, simple et bonne raison, c'est qu'il faut reconnaître que la chaîne de l'hydrogène est une chaîne assez longue, une chaîne complexe, et le moindre maillon qui est défaillant ne permet pas de déployer. D'accord. Il faut vraiment investir à tous ces niveaux-là, mais on y est aujourd'hui. On a annoncé il y a quelques mois l'investissement d'un électrolyseur de taille mondiale en Normandie, soutenu par l'Europe et le gouvernement. Donc 200 mégawatts. Pour donner un peu un ordre de grandeur aux gens, on va produire 80 tonnes d'hydrogène par jour. Ça permet d'alimenter demain 5000 bus. 5000 bus, c'est ce que vous avez à Paris, la flotte de bus. Donc on est capable, avec un investissement comme ça, de décarboner les flottes de bus parisiennes. On est déjà sur plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. C'est que le début, d'où la nécessité aussi d'avoir ces effets de levier avec des fonds tels que I24. Parce que nous, on n'investit pas seul. On va investir parfois avec eux, parfois avec d'autres industriels, parfois avec des partenaires financiers. Et donc, quand c'est ce qui permet de passer de 2 à 20 milliards, c'est ce que vous disiez. Quand on met 10, en fait, on a x2, x3 d'autres acteurs. Ensuite, on a des soutiens publics, souvent parce que ces projets sont difficiles au début. Et après, on refinance si on peut. Donc, on peut faire entre x6 et x10 en termes de levier d'investissement. Ça, c'est très important. Il y a déjà des projets qui sont accompagnés en Allemagne, en Espagne. Tout à fait. Donc, on en a fait 3. On a commencé assez vite. On en a fait un qui est un acteur qui développe des projets de e-fuel. Vous savez, les fuels dont on a besoin pour l'aviation, mais aussi l'ammoniac vert, le méthanol vert. Donc là, je prends de l'électricité renouvelable, je fais de l'hydrogène, ensuite je la recombine avec de l'azote ou du carbone pour faire des produits verts, qui sont des feedstocks clés de la chimie et éventuellement du power demain. Deuxième actif dans lequel on investit, c'est une JV avec l'opérateur du réseau de gaz espagnol pour développer la chaîne de valeur, le renouvelable et l'hydrogène ensemble, off-grid, comme on dit, c'est-à-dire je fais du solaire et j'alimente derrière directement un électrolyseur. Donc on est vraiment sur le même site, c'est ça, d'accord. C'est intégré, l'hydrogène est donc totalement vert, et je vais ensuite essayer de décarboner les industries qui sont l'acier, les fertilisants, le ciment, etc. Et donc ça, c'est une JV pour faire ça ensemble. Et le troisième, c'est effectivement H2 Mobility, qui est un réseau qui a été construit au départ par une JV entre Air Liquide, Total, Linde, Shell, enfin tous les grands acteurs. Et nous, on est rentrés pour donner un coup de pouce supplémentaire et essayer de repositionner le réseau pour qu'il serve mieux la mobilité qui va d'urgence devoir utiliser l'hydrogène, à savoir les bus, les camions, toute la mobilité intensive. Alors justement, sur le marché, on en est où aujourd'hui, Erwin Penn-Fornis? Le premier marché à avoir vraiment décollé, sous l'impulsion des constructeurs automobiles, c'est les marchés des transports routiers. Donc ça a démarré avec les véhicules passagers, puis bus, camions. Il y a 50 000 véhicules dans le monde. Il y a 10 000 camions et bus en Chine. Donc, par exemple, la Chine est vraiment partie très fortement dessus. Il y a une trentaine de milliers de véhicules en Corée, en Californie. Donc ça, c'est la base aujourd'hui. On entrevoit quelques millions de véhicules routiers d'ici la fin de la décennie. Ça implique que les constructeurs automobiles, notamment de camions, comme fait référence Pierre-Etienne, accélère, donc la nécessité aussi d'un signal politique encore plus clair, plus contraignant quelque part pour mettre sur le marché toutes ces offres de véhicules. Et ensuite, les deux gros marchés qui arrivent derrière, c'est l'aérien et le maritime, où là, on n'est plus finalement dans un match entre la batterie et l'hydrogène. Il faut trouver des solutions pour déplacer les carburants pétroliers. Et là, le challenge est encore plus fort. Pourquoi on est quand même plus tôt, ou en tout cas pour démarrer, sur des mobilités, on va dire, de grande capacité? Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que sur la voiture individuelle. Alors, on a commencé par là. Je sais que la voiture individuelle, moi je prends des taxis à hydrogène régulièrement dans Paris. Donc, il y a quand même de la poule et de l'œuf. Vous allez pouvoir répondre l'un et l'autre. Donc commencez. D'une part, mais en fait tout réside dans les propriétés de l'hydrogène. L'hydrogène a une capacité formidable, c'est sa densité énergétique. Donc on est capable d'embarquer dans un véhicule, un navire, beaucoup d'énergie et de transférer très rapidement. Donc ce que ne sait pas faire la batterie,
L'hydrogène va savoir le faire. C'est pour ça que quand on regarde un avion tel que Airbus travaille aujourd'hui, c'est l'avion hydrogène qui est la solution ultime pour décarboner l'aérien. D'accord. Et alors la voiture individuelle, c'est effectivement le meilleur des mondes parce que vous avez une autonomie de 6 à 800 km et vous chargez en 3 minutes. Donc ça ne change rien au comportement de l'automobiliste, c'est ce que vous nous dites. Mais pourquoi ça ne se développe pas plus vite? Parce que c'est beaucoup plus facile au départ de développer une batterie. Parce qu'il y a déjà beaucoup de batteries qui existent, la technologie est déjà plus mûre, donc on est vite dans des volumes, et on peut donner l'illusion qu'il n'y a pas d'enjeu de réseau parce que je peux brancher ma batterie dans mon garage. Et donc je recharge longtemps, mais c'est la nuit, etc. Donc on peut vite faire des volumes sans être dépendant d'un écosystème d'infrastructures. Mais à long terme, on aura de fait des véhicules commerciaux, utilitaires et les grosses berlines qui seront probablement des hybridations de batteries et d'hydrogène. Parce qu'en fait, vous allez avoir un peu de batterie pour gérer les courtes distances. Et puis, dès que vous commencez à avoir besoin de plus grande autonomie, vous rajoutez une pile à combustible et de l'hydrogène. Et c'est ce qui se développe de plus en plus. Les taxis hydrogène que vous avez, il y a une petite batterie dedans. Il y a essentiellement une fourniture d'énergie par l'hydrogène, mais il y a une petite batterie. Donc, ce qui va se passer, c'est une hybridation de plus ou moins forte selon le type d'usage. Mais il faut savoir que la voiture électrique, voiture hydrogène a été développée d'abord par Toyota et Hyundai. Il y a des vrais réseaux de stations en Corée, en Californie et au Japon. Mais simplement, ils ne peuvent pas faire tout seuls. Il faut que les autres constructeurs avancent. Oui. Et alors, je reviens à ce fonds et au fait qu'on est sur toute la chaîne de valeur. Le maillage ou le développement justement de ces infrastructures, ça fait partie des projets que vous allez financer, oui. Totalement. Forcément. Parce que c'est bien là qu'il l'origine du fonds. C'était effectivement d'essayer de trouver un moyen de dérisquer ce sujet des infras dans les transports, parce qu'il y a je ne mets pas d'infrastructure parce que je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'infrastructure. Donc les pétroliers ne bougent pas, parce qu'ils disent je ne peux pas. Les retailers classiques, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le cash flow. Donc il faut quelqu'un pour prendre ce risque. Alors on ne va pas prendre n'importe quel risque, parce que le fonds a l'objectif d'être extrêmement performant financièrement. On va essayer d'accompagner des mesures réglementaires fortes. Il y a une mesure en cours de discussion en Europe qui va imposer de distribuer 1000 à 2000 stations hydrogène en Europe. Il va falloir financer ça, on va se positionner là-dessus. Et il faut impérativement qu'on le fasse, parce que comme l'Europe est en train de se fragiliser avec la Chine qui a pris la main sur les batteries et les US qui disent je ne vais plus vous financer que des batteries américaines, il faut bien trouver quelque chose sur lequel on soit en avance. Donc là, il y a un enjeu fantastique sur lequel l'Europe peut se positionner intelligemment. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups.